Merci Idrissa Aberkane. Alors je ne sais pas si vous êtes plus intelligent qu'en entrant, peut-être un peu plus fatigué, vous avez sollicité plus de ZAT pendant la durée de cette conférence, de l'attention et du temps. J'appelle autour de cette table pour la table ronde qui va suivre, parce qu'on va mobiliser encore un petit peu d'attention et de temps. J'appelle Laurent Stéphan à nous rejoindre, Bouchra Agdim, Alfredo Longo et Fabienne Prévost, Rémi Raher. N'ayez pas peur, levez-vous. Alors qui interviennent tous, allez-y. On les applaudit bien fort. Allez, on les encourage. Ça fait un peu d'activité aussi d'applaudir. Qui interviennent tous, vous allez voir, dans des domaines très variés, puisqu'on va parler de recherche, d'art, de football, ou encore de numérique avec nos invités. Est-ce que vous allez tous pouvoir rentrer? Parce que normalement, c'est moi qui vous dis. Alors, au départ, je me disais qu'est-ce qui réunit tous ces invités, puis finalement, je me suis dit en écoutant Idrissa Aberkane que c'était peut-être tous des révolutionnaires à leur façon, qui ont connu ce triptyque du ridicule, du dangereux, puis finalement de l'évident, peut-être chacun à leur façon. Donc, Bouchra Agdim, vous êtes la présidente du JSC Bellevue, un club de foot du quartier de Bellevue à Nantes. À côté de vous, Laurent Stéphan, qui est le fondateur et le président de Formode Technologies, qui a révolutionné la télécommande, vous allez voir ça. À vos côtés, Alfredo Longo, dont on a parlé déjà tout à l'heure, et qui, lui, met déjà des déchets au musée, finalement, puisque ce sont ces œuvres que vous pouvez voir sur le plateau et qui sont constituées de canettes. On aura l'occasion d'y revenir. Rémi Raher, vous êtes un étudiant entrepreneur. C'est possible, on va voir ça aussi, c'est une petite révolution peut-être. Et Fabienne Prévost, à vos côtés, qui est secrétaire générale de la Fondation Centaure, qui est une fondation reconnue d'utilité publique dans le domaine de la recherche en transplantation. On a un petit peu parlé de greffe aussi tout à l'heure, c'est aussi une révolution, la greffe, on aura l'occasion d'y revenir. La première question que j'avais envie de vous poser, un petit tour de table aussi, de savoir justement en quoi vous êtes révolutionnaire, dans quel domaine vous avez voulu déployer votre attention et votre temps. Bouchra Agdim, vous êtes donc la présidente d'un club de foot. C'est encore surprenant aujourd'hui, mais une femme qui préside un club de foot, qui plus est aussi dans un quartier populaire, c'était peut-être pas une évidence au départ. Comment vous en êtes arrivée là? C'était pas du tout une évidence, même, parce qu'au départ, ça a choqué, mais je dirais plutôt positivement, contrairement à ce qu'on peut croire, qu'une femme reprenne la présidence d'un club comme la JSC Bellevue. Parce qu'en effet, c'est vraiment un club, même si j'aime pas trop l'appellation club de quartier, c'est un club urbain, dans toute sa splendeur, dans un quartier difficile, un grand quartier nantais. Et ça a été, pour moi, ça a été une évidence, parce que donc dans mon parcours, en fait, un peu, je dirais, lambda, comme un peu tout le monde, après des longues études, après un travail dans la région parisienne où je me sentais bien. Arrivé sur la région nantaise, en fait, j'ai découvert un club tout simplement un peu comme n'importe qui aurait pu le faire, parce que j'ai voulu y inscrire mes enfants. Et là, j'ai découvert en fait un club qui n'était pas comme les autres, à mon sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'y suis encore et que j'en ai repris la présidence. C'était un club très humain, très généreux. On parlait d'amour tout à l'heure, Idrissa Aberkane nous parlait d'amour, où il y a beaucoup d'amour et où il y a beaucoup d'actes, parce que justement on a envie d'apporter justement beaucoup d'attention et de temps à des personnes, à des gens en difficulté, à des personnes qui n'attendent que ça finalement, qu'on leur accorde du temps, de l'attention, qu'on les aide, qu'on les aiguille et qu'on leur apporte justement cette soif de connaissance et cette soif d'avancer avec la connaissance et pas avec justement... Et puis voilà, c'était aussi un défi, et c'est aussi montrer qu'il peut y avoir en effet des idées qui peuvent paraître un peu surprenues. C'était un sacré défi pour moi, parce qu'en effet, une femme dans le monde du football, un peu macho, au départ, on m'a dit « Waouh, t'es culottée !» Et puis finalement, aujourd'hui, c'est devenu en effet une évidence. Je pense que si on pose la question aux personnes de la JSC Bellevue aujourd'hui, ou même du monde du football, j'y ai ma place depuis déjà quelques années, et c'est devenu une facilité et une évidence. Et on disait aussi dans la conférence qu'on a du mal à faire l'équivalence entre épanouissement et productivité. Vous dites aussi que dans le bénévolat, parce que c'est du bénévolat, ce que vous faites, vous avez trouvé plus d'épanouissement aussi que dans votre vie professionnelle. Complètement, mais en fait, l'épanouissement, pourquoi? Parce que, comme le disait tout à l'heure Idrissa Aberkane, et je le rejoins à ce niveau-là, c'est que on est épanoui à partir du moment où c'est pas une corvée, où justement on fait les choses avec passion.
Et là, j'ai trouvé ma vocation, ma passion. Ma passion, c'est pas le football en soi, c'est aider les autres, c'est aider les jeunes, avoir cette satisfaction de rentrer chez soi et de se dire, je me sens utile. J'ai pu être utile, je peux aider les gens, je peux faire avancer certaines personnes, faire avancer les choses, mais aussi les idées. Et c'est là où j'y ai trouvé mon épanouissement, plus que dans le monde en effet du travail. Après, j'ai pas encore Fini votre carrière. Voilà, exactement. C'est un parcours. C'est vrai que j'ai stoppé ma carrière professionnelle pour me donner à 100% et à temps plein à cette association en tant que bénévole. Et enfin, j'y suis épanouie, mais vraiment dans tous les sens du terme, parce que ça me permet de passer vraiment beaucoup de temps avec les individus, d'apprendre, et finalement, en étant au quotidien sur le terrain, avec des personnes différentes, on apprend beaucoup plus que ce qu'on peut croire qu'en étant derrière un bureau peut-être, ou en étant enfermé. Et il y a de la réussite à la clé aussi, on aura l'occasion d'y revenir. À vos côtés, oui, Laurent, Stéphane. Alors vous êtes Stéphane, pardon. Je vois que vous souriez, je me suis trompée. Vous êtes lancé dans votre start-up en 2008. Auparavant, vous avez été journaliste, si je ne dis pas de sottises. Vous avez une formation en ingénieur électronicien et vous étiez journaliste dans une revue spécialisée justement en électronique. Vous avez travaillé dans un grand groupe japonais, Alp Electronic, et puis vous avez travaillé chez Thomson aussi. À quel moment vous vous êtes dit, ça y est, je lance mon entreprise, et qui plus est dans un secteur, le secteur de la télécommande, qui était un objet un peu mal aimé, on va dire. Vous voulez dire un peu ringard? Écoutez, l'entreprise, en tout cas l'idée des entrepreneurs, c'est un truc qu'on a un petit peu assez tôt. Enfin, moi, j'ai toujours souvenir d'avoir voulu faire ça. Alors après, le moment de se lancer, c'est quand justement on a acquis un peu de connaissances. Moi, j'étais un bon électronicien et j'aimais tellement ça que je suis devenu journaliste. Parce que c'est quand même... c'est vrai que je me suis beaucoup ennuyé pendant mes études. Ensuite, effectivement, j'ai fait une carrière, j'ai appris des choses, j'ai accumulé de l'expérience, j'ai appris ce que c'était le marketing, on en parlait tout à l'heure, mais c'est super important quand même, il ne s'agit pas de faire des choses bien, mais il faut savoir bien les mettre en valeur, ou en tout cas mettre les bons ingrédients. Et quand j'ai décidé de le faire, quand je estimais que j'étais assez grand, et que le projet que j'allais mener serait aussi, allez, on va dire, mais je vais être un peu... je vais manquer d'humilité, assez grand pour moi. Voilà, en gros, et en réalité, j'ai simplement fait qu'appliquer des choses que j'avais appris avant. Je me suis lancé dans ce domaine qui est le domaine de la télécommande parce que je travaillais un petit peu sur ces thématiques-là dans l'industrie que j'avais dans les précédentes années dans l'industrie. En fait, la télécommande, on en faisait chez Thomson, mais avec une très très grande frustration quand même. C'est-à-dire que chez Thomson, on a eu la chance quand même dans les années fin des années 90 d'avoir Philippe Stark qui est venu mettre en place le design. On avait donc créé un super cabinet de design, TimTom, mais on ne l'utilisait pas du tout. C'est-à-dire qu'en gros, on était une belle entreprise d'ingénieurs qui n'était pas très ingénieuse finalement comme entreprise. Et du coup, l'apport du design là-dedans, il me semblait que ça devait mettre un petit grain de sel qui pourrait justement changer un peu la donne. D'ailleurs, quand on regarde ce qui est devenu Thomson, ça a été très compliqué, puisque moi j'ai quitté la société dans les années 2006-2007, c'est pile poil les années où le groupe allait tomber, 1,8 milliard de dettes, enfin la catastrophe. Donc, si bien que ce qui m'a beaucoup frustré dans l'industrie, c'était d'être dans une entreprise purement drivée par la finance, et pas du tout par les idées, et qui perdait complètement de vue la créativité qu'elle avait en son sein. Voilà, donc ma petite idée, avec mes petits bras entrepreneurs et ma naïveté aussi, parce que si on n'est pas un peu naïf, si on n'a pas un peu de candeur, on n'entreprend pas, c'était de révolutionner la télécommande, alors en prenant l'objet, alors évidemment, je connaissais bien le secteur, mais je trouvais cet objet complètement ringard, et il me semblait qu'il y avait quelque chose à faire. Voilà. Dites même que c'est l'objet dont on ne sait pas quoi faire chez soi, on ne sait pas où les mettre, voilà, c'est un peu l'objet encombrant, et vous avez voulu lui donner à commencer par chez moi, je vous rassure, on ne sait toujours pas exactement où les mettre. Donc on a encore un peu de travail. Mais disons que, par ailleurs, moi j'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer les créateurs de Free, en fait. Et du coup, en leur proposant des idées un petit peu saugrenues, dans les années, quand j'ai démarré l'entreprise, ils m'ont permis de sortir un petit peu on va dire, des sentiers battus.
Parce qu'il faut le dire, Format Technologies a conçu, c'est une startup nantaise qui a conçu la télécommande de Free. Voilà. Oui, bah, Cocorico un peu quand même. j'ai conçu la télécommande de Free parce que je suis allé voir aussi tous les autres, hein. Mais les autres, comme vous disiez justement, trouvaient ça complètement stupide. Ou en tout cas, disaient non, le marché n'est pas prêt, je sais pas. Et vous avez aussi cité le mot de la dangerosité derrière. Effectivement, pour les autres, c'était un danger, c'est devenu encore plus un danger. Parce qu'à l'époque où Freebox lance la révolution, SFR lance l'évolution. Donc on est passé de 15 jours plus tard, hein, et 15 jours plus tard, la révolution sort avec 10 fois plus de caractéristiques, des choses que personne n'a jamais vues. Résultat, SFR fait une chute catastrophique de ses ventes, quand Free passe de 2 millions d'abonnés à 7 millions et demi aujourd'hui. Donc c'est l'audace en fait dont a fait preuve Free en prenant des risques pour le coup, mais finalement pas tant que ça, en étant plus malin que les autres et en mettant de l'intelligence dans son produit, a été plutôt une réussite pour eux, quoi. Donc nous on est super contents d'avoir participé à ça parce que dans le fond c'était aussi le scope de mon entreprise. C'était essayer d'apporter des choses nouvelles. Avec finalement assez peu de moyens mais un peu d'intelligence. Alfredo Longo, à vos côtés, on va se passer le micro. Donc vous êtes un artiste sculpteur. C'était pas une évidence pour vous, l'art, au début, c'était des cours du soir alors que vous travailliez à l'usine. Après, il y a eu l'Académie des Beaux-Arts où vous avez obtenu carrément le titre d'élève le plus méritant. Et donc ça, c'était votre parcours initial, vous faisiez de la peinture. Et puis vous êtes orienté progressivement vers la sculpture et plus particulièrement la sculpture sur canette, comme on voit sur ce plateau. Comment vous en êtes arrivé là ? Je dois dire que c'est une démarche un peu inattendue aussi pour moi, car on est dans un atelier, on peint une toile, on est plutôt solitaire. Mais comme je suis un citoyen comme tout un chacun, je me suis posé les bonnes questions à un moment donné où on parlait tellement d'environnement, développement durable. Et cette transition, je l'ai fait par la sculpture, au moment où justement la peinture commençait à me demander peut-être un effort physique que je ne m'y retrouvais plus. Je me dis peut-être que dans la 3D, je vais me sentir mieux. Et comme je ne dirais que je ne suis pas un bricoleur, mais un bricolard, j'ai vu cette tache de couleur qui traînait dans la rue. Et je me suis dit en roulant, comment ça se fait que ça m'attire ? C'était des canettes. Et les canettes, vous savez, c'est un produit universel. Et la différence peut-être avec toutes ces personnes qui sont ici, chacun dans son domaine, c'est vraiment l'objet le plus consommé au monde en dehors de chez soi. On est presque à 300 milliards par an dans le monde entier. La France, c'est 4 à 5 milliards. Et la Belgique, ma terre natale, 1,250 milliard. Je me suis dit, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à faire ? Et par la force des choses, grâce à ma passion, j'ai été attiré par ça comme un aimant. Et j'ai commencé à bidouiller grâce au fait que j'étais assez bricoleur. Et cette transition s'est faite au départ par les emballages carton et puis par la canette. Donc un peu de carton au début, mais le carton m'a semblé trop éphémère, pas assez dur à travailler. Et la canette, et je reviens à ce qu'a dit Idriss, ridicule. Les gens, la canette, on voit ça en Afrique, on fait des jouets avec, pour les touristes. Dangereux, effectivement, deux hospitalisations avec infection dans les mains. Et après, évident. Pourquoi évident ? Parce que je suis là avec vous et je vous en parle. Je me dis, quel parcours, je me dis, je ne suis plus solitaire. Je suis quelqu'un qui va peut-être transmettre aussi un peu de connaissances. Et c'est ce qui compte dans mon travail. C'est mon travail d'artiste, c'est aussi un travail de citoyen. J'ai des petits-enfants. Si je pouvais sauver même une petite goutte de personnes qui disent cette canette-là, je veux les donner à un artiste. Et qui, lui, grâce à ses connaissances techniques et artistiques, va me donner quelque chose de beau à voir. Et comme dit Idriss, la nature est belle. Et l'art peut avoir aussi, je pense, ce porte-parole auprès du public, puisque les entreprises et les politiques ont investi énormément d'argent dans des campagnes publicitaires qui sont zappées très vite par autre chose. Vous avez certainement vu des campagnes, chez nous c'est Fosse Plus, je ne sais pas, vous avez aussi Fosse Plus, c'est le plus grand centre de tri en Belgique, qui nous met des belles images de la nature, mais c'est vite zappé parce que nous, notre tri en Belgique est sanctionné par des amendes quand on le fait mal. Les sacs qui sont vraiment... on enquête sur les personnes qui laissent des sacs poubelles en dehors du système de collecte.
Donc inévitablement, on est sanctionné. Donc je veux, par la beauté du geste artistique, dire aux gens, jetez pas vos canettes dans la nature, car une canette reste entre 200 et 500 ans avant de se dégrader. C'est un produit tellement, au niveau de technicité, approfondi, c'est de l'aluminium à l'état pur maintenant. Avant, il y avait encore une partie métallique, mais pour aller chercher ce métaux, on pollue énormément l'atmosphère. Donc c'est un peu suite à tout ça, ce déclic artistique qui m'a amené à aller voir dans des écoles. J'ai des enfants qui viennent à l'atelier. Il y a vraiment un message écologique qui se dessine là-dedans, au niveau de l'art et au niveau de la société. On comprend qu'il vous a fallu aussi de l'attention et du temps pour développer ce savoir-faire que vous avez développé en autodidacte. Rémi Raher, à vos côtés, est étudiant, doctorant en droit, mais également entrepreneur. vous avez notamment créé 2 sites internet, Banque Exam et JurisWing, pour aider aussi les étudiants. Vous avez écrit 25 livres déjà, enfin le 25e va sortir bientôt et il va être préfacé par Xavier Niel. C'est pareil aussi, un étudiant qui travaille, on dit à la base, c'est pas vraiment souhaité, c'est à l'insu de son plein gré. Là, vous l'avez choisi. Ben, en fait, un étudiant qui travaille, alors soit c'est subi, c'est-à-dire que c'est un emploi pas très agréable, type McDo pour faire ça, soit c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on a aussi la passion de ce qu'on fait. Et parce que peut-être, dans un monde incertain, on a aussi l'angoisse de ne pas trouver un job. Et j'ai eu la chance, en fait, j'ai fait droit à Sciences Po quand j'étais en maîtrise de la moyenne d'âge pour les plus jeunes de M1, de commencer à travailler au cabinet de Jacques Auxiel, qui était président de la région. Et ben, la politique, c'est un métier sympa et intéressant, quoi qu'on puisse en penser quand on voit ce qui se passe à la télé. Et pour autant, c'est aussi un métier très précaire, parce qu'il suffit de perdre une élection pour perdre son job, ou de déplaire à son patron pour perdre son job, puisqu'il y a un statut particulier qui fait que, en cas de rupture du gain de confiance, on peut se faire bien. Et donc, ce que j'ai voulu faire, moi, ben, c'est, comme c'était un domaine qui m'intéressait, mais que je voyais que ceux qui réussissaient étaient en général assez libres, c'était de conquérir ma liberté, et pour conquérir sa liberté, à moins d'être bien né, ou de bien se marier. Alors, bien né, j'ai peu eu cette chance, bien se marier, c'est pas facile. Donc, il me restait à entreprendre. Et partant de là, j'ai créé une entreprise qui s'appelle... Vous êtes cruel avec vous-même. Je pense que les gens l'ont relevé dans la salle. 06 88. Et donc voilà, j'ai créé une première entreprise qui s'appelle Banque Exam, qu'on a, parce qu'on était plusieurs, j'ai pas créé ça tout seul évidemment, qu'on a vendu au groupe Studirama. Et au groupe Studirama, j'ai eu la chance d'avoir mon bureau à côté du directeur de l'édition, ce qui a été l'occasion de commencer à écrire des livres. Et en particulier, sur quoi on m'a sollicité, c'est toujours un petit peu les clichés, tiens, t'es doctorant en droit, tu veux pas faire des livres de droit. Et donc j'ai commencé à faire des livres de droit, et en plus, comme j'avais des cours à la fac, à mettre mes cours, des résumés de mes cours sur Internet. Et là, on m'a demandé, mes étudiants m'ont fait la remarque que ce serait vachement bien si je faisais en plus des fiches de révision, quitte à les commercialiser. Ce que j'ai fait. Alors ça, c'était ridicule pour les profs de droit bien installés. Je savais pas que c'était une bonne idée à l'époque. Maintenant, ils disent que c'est dangereux, parce que si le droit sort de l'université, c'est qu'il est plus contrôlé. Alors j'attends l'étape où ce sera l'évidence, et où je serai peut-être millionnaire en livres. Puisque comme la connaissance est infinie, c'est le 25e, mais c'est pas les idées qui manquent, il faut en faire d'autres. Il y aura peut-être d'autres lettres. À côté de vous, alors Fabien Prévost, pour finir ce petit tour de table, vous êtes secrétaire général de la Fondation Centaure depuis 4 ans, une fondation d'intérêt public, je le disais, sur la recherche en transplantation, qui installe à Nantes, Lyon et à Paris. Bon, la greffe en soi, c'était pas une évidence. Vous, votre fonction aussi au sein de la Fondation Centaure, c'était pas une évidence. Oui, c'est vrai. Moi, ce que je peux dire, c'est que, en fait, je me suis aperçue que ce qui était important, arrivé à un certain âge de ma vie professionnelle, c'était de mettre, je croyais, mes compétences, mais en fait, c'est plutôt ma passion au service d'une cause. Alors, j'avais mis ça au service d'une autre cause, le droit des femmes, pour ne pas les citer, mais je me suis aperçue qu'en arrivant dans ce milieu que je ne connaissais pas du tout, et la pirouette, pour moi, elle a été là, c'est-à-dire la force de ma passion face à quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Je ne viens pas du monde médical, je ne suis pas chercheuse, je n'ai pas du tout cette formation-là. Et j'ai même au début, comme il y a beaucoup de dialectes médicaux et beaucoup d'acronymes, j'ai acheté un petit répertoire, et quand on me parlait de plein de choses avec 3 lettres, avec plein de points, je prenais mon petit répertoire. Et tout le monde se moquait de moi. Vous aviez aux anti-sages. Oui, mais j'ai pas de honte à apprendre, parce que je pense que oui, la connaissance est infinie et qu'on peut apprendre tout au long de sa vie, donc c'est très important de s'enrichir et de partager en plus après avec les autres. Et je me suis aperçue que c'était ça. Alors après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la cause porte. En fait, on n'est pas au service seulement de la cause.
Quand on parle de transplantation, vous avez bien parlé tout à l'heure, notamment pour la conservation de ces beaux petits vers et ces petits trous qu'on voit sur les plages. En fait, la transplantation n'est vraiment que dans l'amour. Il y a des gens qui donnent leurs organes, il y a des gens qui les reçoivent, il y a des chirurgiens qui font 5 opérations par jour en vous disant que c'est rien. Ben non, c'est pas rien. C'est parce qu'ils jouent aux jeux vidéo, sans doute. Ouais, je vais leur demander d'ailleurs.